perception de la réalité. Notre créativité. Serait-ce la même chose? Nous créons notre réalité sur la base de ce que nous percevons. Ce sont des fantasmes. Vous vous trouvez, toute votre vie durant, dans une pièce dont vous ne pouvez pas sortir. Cette pièce, c'est votre cerveau. Et dans cette pièce, vous regardez un film sur la réalité. Ce film est votre film. La grande question, c'est qui en écrit le scénario? Qu'est-ce que la réalité? C'est là l'une des grandes interrogations de notre existence. Pour tenter d'y répondre, les scientifiques sondent inlassablement les profondeurs du cerveau humain. La réalité que nous vivons ne serait-elle qu'une illusion? Une simulation générée par le cerveau? Je ne peux pas vous dire ce qu'est la réalité d'un point de vue philosophique. La réalité, c'est ce que nous percevons en ce moment et qui fait l'unanimité parmi la plupart des gens. Le monde n'est pas tel que nous croyons le voir. Images, odeurs, goûts, notre cerveau interprète les informations recueillies par nos organes sensoriels. C'est la base de notre perception du monde. Le cerveau façonne également nos sentiments. Même la conscience du moi est un processus neurologique. Le cerveau construirait alors sa propre image du monde, celle-là même que nous appelons réalité. Le professeur Wolf Singer de l'Institut Max Planck est connu pour ses thèses provocantes. Selon lui, même notre libre arbitre n'est qu'une illusion, tout comme la représentation collective de la réalité. Le cerveau présente le monde tel qu'il est réellement de façon très partielle. On le sait par exemple parce que nous ne percevons qu'une faible partie du spectre très étendu des signaux disponibles autour de nous. Prenons l'exemple des ondes électromagnétiques. La lumière visible par l'homme correspond à la longueur d'onde comprise entre 450 et 700 nanomètres. Nous captons également les longueurs d'onde voisines que nous percevons sous forme de chaleur. Mais pour le reste, nous sommes comme aveugles. Nous ne percevons pas l'intégralité du spectre. Il arrive même que le cerveau fasse disparaître des informations pourtant bien visibles, comme sur cette feuille qui porte deux symboles. L'expérience consiste à garder un œil fermé, tandis que l'autre fixe la croix. Lorsque l'on s'approche de la feuille, le point disparaît brusquement. Cela est dû à l'existence d'un point aveugle sur la rétine, une petite zone dépourvue de photorécepteurs. Celle-ci correspond à l'embouchure du nerf optique qui est relié au cerveau. Nous devrions donc voir en permanence deux points noirs devant nos yeux. Mais notre cerveau les élimine de notre perception. Un numéro d'illusionniste qui prouve bien une chose, nous ne pouvons pas nous fier à nos yeux. Cet appareil à résonance magnétique nucléaire va nous aider à comprendre les mystifications du cerveau. Prenons le phénomène des mouvements illusoires. Le système visuel est programmé pour accepter la permanence de l'objet. Autrement dit, lorsqu'il perçoit un objet en un lieu A, et que le même objet est présenté en un lieu B, le système visuel invente un mouvement entre A et B dès lors que le changement est suffisamment rapide.
Il part en effet du principe qu'il s'agit là du même objet, et non de deux objets différents qui apparaîtraient l'un après l'autre. In der kurzen Zeit sich das Objekt gleich zweimal darbietet. Les participants à cette expérience sont confrontés à deux carrés légèrement espacés qui s'éclairent alternativement sur un moniteur. Pendant ce temps, les chercheurs observent les régions actives de leur cerveau. Bien que les yeux constatent que chacun des carrés est immobile, le cerveau réussit à nous faire croire qu'ils sont animés d'un mouvement. Certaines zones du cerveau activées au cours de l'expérience n'ont rien à voir avec la perception visuelle. Il faut garder à l'esprit que c'est nous-mêmes qui déterminons 1. Ce qu'est un objet, et 2. Quelle relation existe entre les objets. C'est un processus créatif visant à construire le réel. Beaucoup de ces mécanismes ne sont pas conscients. Nous croyons tout simplement percevoir ce qui est. Il faut réaliser ce genre d'expérience pour constater qu'en fait, nous interprétons la réalité. Après une attaque cérébrale, certains patients souffrent de négligence spatiale unilatérale, ce qui les conduit par exemple à ignorer la nourriture se trouvant dans la moitié gauche de leur assiette. Leurs yeux ont beau fonctionner parfaitement, ils ne perçoivent plus que la partie droite de leur champ de vision. Pour eux, la partie gauche n'existe plus. Elle ne fait plus partie de leur réalité. Ce ne sont donc pas nos yeux qui déterminent ce que nous voyons. Notre vision du monde dépend bien plus de la façon dont notre cerveau traite les informations et leur accorde ou non du crédit. Nous ne saurons donc jamais à quoi ressemble réellement notre environnement. Le seul monde que nous connaissons est celui que notre cerveau invente pour nous en permanence. Mais qu'en est-il de notre propre corps ? La perception que nous en avons est certainement conforme à ce qu'il est réellement. Pas si sûr. Les 3/4 des personnes amputées se plaignent de douleurs fantômes. Elles continuent à ressentir le membre qu'elles n'ont plus et souffrent souvent de douleurs chroniques. Beaucoup de ces patients ont besoin de puissants analgésiques. Mais une illusion d'optique peut les aider à réduire la prise de médicaments. La thérapie par le miroir trompe le cerveau, qui en vient à croire que le membre amputé est encore présent. Le professeur Christophe Mayer est spécialisé dans le traitement de la douleur. Il exploite les mécanismes du cerveau pour permettre à ses patients de réduire leur dépendance aux antidouleurs. Le patient amputé sait parfaitement que le membre a disparu. Mais son cerveau continue à recevoir des informations résiduelles provenant de l'extrémité des nerfs du moignon, et il a du mal à les interpréter. Il essaie alors de reconstituer l'image du corps, et pour ce faire, il utilise, entre autres choses, des souvenirs. Si ces souvenirs sont liés à la douleur, ils sont particulièrement faciles à exploiter, car ils se trouvent très haut dans la hiérarchie. Après une amputation, le cerveau recrée donc le membre manquant par le biais de la douleur. Cette balle est rugueuse. Maintenant, imaginez qu'elle est très lourde et que vous sentez réellement son poids. Vous le sentez? Oui. Maintenant, soulevez-la un peu. Le bras sain se reflète dans le miroir. Cette image réveille dans le cerveau le souvenir du bras amputé. Peu à peu, les signaux douloureux cessent de circuler.
On la baisse et on la lève. Il faut arriver à y croire. Il faut déployer beaucoup d'efforts pour réussir à sentir ce bras manquant et à le voir. Bien sûr, je le vois dans le miroir. Je distingue le moindre poil de mon bras. Mais ce côté visuel ne suffit pas. Il faut vraiment que je parvienne en même temps à me le représenter dans ma tête. Le cerveau peut même incorporer un simple objet dans sa perception du corps. Faisons l'expérience avec cette main en caoutchouc. Le sujet ne peut pas voir son propre bras qui est caché. Un stimulus est appliqué sur les deux mains en même temps. Le système visuel prend le dessus sur les sensations réelles et trompe ainsi la perception du sujet. Il sait parfaitement qu'il ne s'agit pas de son bras. Très vite pourtant, il a l'impression que la main qui se trouve devant lui fait partie de son corps. La perception de notre propre corps est donc déconnectée du corps lui-même. Dans une telle expérience, comment se fait-il que le sujet ait l'impression qu'un coup de marteau donné sur un morceau de caoutchouc est en fait asséné sur sa propre main? C'est le principe même de l'illusion. Nous l'utilisons par exemple dans le cadre de la thérapie par le miroir, afin que les patients souffrant de douleurs fantômes aient à nouveau l'impression, grâce à cette illusion d'optique, qu'ils ont deux mains et deux pieds. Lorsque le patient voit qu'il fait bouger une fausse main, le même phénomène se produit. Pour lui, la distinction entre sa propre main et cette main acquise se brouille, parce que c'est une image du corps. Et si l'illusion est suffisamment crédible, il devient très difficile d'y échapper. Pour autant, le sujet sait parfaitement que ce n'est pas vraiment lui qui provoque les mouvements, que ce soit dans la thérapie par le miroir ou dans d'autres expériences. Des stimulations électriques appliquées à la surface du cerveau permettent de provoquer des mouvements ciblés à des endroits précis du corps. Chaque partie du corps dispose en effet de son propre point de contact dans le cerveau, des points agencés à la manière d'une carte de géographie. À partir de ces éléments, les chercheurs ont établi une représentation particulière de l'homme, destinée à se représenter d'une façon imagée la place qu'occupent les différentes parties du corps dans le cerveau. Cette autre représentation porte le nom d'homoncule, petit homme. La taille de chaque partie du corps est proportionnelle au nombre de cellules nerveuses qui la commandent au niveau du cerveau. L'image de notre corps est ancrée dans notre cerveau dès la naissance. Ainsi, les enfants qui ne naissent qu'avec un bras peuvent tout de même s'aider de leur bras fantôme pour le calcul mental. En clinique, les médecins observent de nombreux phénomènes générés uniquement par le cerveau. Les patients souffrent de douleurs fantômes, mais peuvent également avoir d'autres sensations fantômes. Ils se réveillent par exemple la nuit en ayant l'impression que leur bras est tordu à 90 degrés et poussent alors un cri de douleur. Il y a là un problème de perception, puisqu'ils savent bien que le coude ne peut se plier que dans un sens. Puis ils ouvrent les yeux, voient qu'il n'en est rien, mais ne s'apaisent pas pour autant. Ils savent que ce n'est pas la réalité, et pourtant leur douleur s'en trouve encore accrue. Nous pouvons améliorer notre perception du corps par des exercices ciblés. Cette perception ne dépend pas de ce qui nous paraît être la réalité objective. Elle dépend de la façon dont le cerveau appréhende le corps. Et au besoin, cela peut permettre au médecin de manipuler notre image du corps. Je me suis moi-même prêté à une expérience il y a quelques semaines. On m'a engourdi le bras et la main jusqu'à cette hauteur-là à peu près, ce qui est relativement facile à faire. Pendant qu'on endormait mon bras, moi j'étais bien réveillé, et quelqu'un m'a tenu la main en hauteur, comme ça.
Ensuite, je l'ai reposée et nous avons commencé. Pour les besoins de l'expérience, ma main est restée placée sous le couvercle de l'électroencéphalographe. Et pendant tout ce temps, j'étais persuadé que ma main se trouvait encore en l'air. Quand j'ouvrais les yeux, je voyais bien qu'elle était sous l'appareil. Mais il suffisait que je ferme les yeux pour que s'impose à moi cette image tout à fait nette et saisissante de mon bras levé. Mon souvenir était donc plus fort, même si je savais que ma main était posée. Et d'ailleurs, dès que j'ouvrais les yeux, l'illusion disparaissait. Ceci illustre bien comment le cerveau peut créer une illusion, mais cela montre aussi que nous disposons de mécanismes pour contrôler celle-ci. Si le cerveau nous manipule, nous pouvons donc aussi l'induire en erreur. Le paradoxe semble total. D'ailleurs, cette possibilité n'est pas seulement exploitée pour le traitement de la douleur. Au CHU de Liège, en Belgique, médecins et spécialistes des neurosciences utilisent depuis plusieurs années la puissance du cerveau au quotidien. Ensemble. Et vous avez marché? Oui, est-ce qu'il faisait beau à ce moment-là? Un jour de pluie et 2 jours de soleil. Vous faites une promenade. Qu'est-ce qui est important pour vous? Ce que vous regardez, ce que vous entendez ou ce que vous observez? Vous avez profité de la vie de Paris et de... Pas nocturne, parce Non? qu'on était trop fatigués de marcher. Les patients qui refusent l'anesthésie générale ne reçoivent qu'une petite injection. Puis, avec l'aide de l'anesthésiste, ils sont plongés dans une transe hypnotique appelée hypnosédation. Le professeur Marie-Elisabeth Fémonville s'appuie sur la capacité d'auto-guérison de l'humain. Elle étudie depuis longtemps les processus à l'œuvre dans le cerveau pendant l'hypnose. L'état d'hypnose est un état de conscience particulier. C'est le patient qui glisse lui-même dans cet état. Une fois sous hypnose, il fait l'expérience d'un rapport différent à lui-même et à son environnement. Ses réactions aux suggestions s'en trouvent complètement modifiées. Il n'a plus la même capacité d'analyse de la situation et même sa faculté de jugement se trouve bouleversée. Les muscles se reposent et en même temps, de façon particulière que d'autres peuvent avoir en dansant, tire bien. Peut-être à certains moments, comme quand on a un moment intéressant. On va s'asseoir. Peut-être tu peux remarquer la température qui est légèrement différente d'un côté pour te sentir vraiment confortable. Le cerveau réagit-il différemment à la douleur, que ce soit sous hypnose ou à l'état d'éveil? Lors d'études successives, le professeur Fémonville plonge différents patients dans un état de transe hypnotique. Un rayon laser braqué sur le dos de la main crée divers stimuli douloureux. Le participant en évalue l'intensité à l'aide d'un clavier. Pendant ce temps, l'activité cérébrale du sujet fournit des informations précieuses. En temps normal, beaucoup de zones du cerveau sont actives. Sous hypnose, comme en attestent les mesures, elles sont nettement moins nombreuses. On a montré par des études que l'hypnose permet de diminuer la douleur. Mais on a également mené des expériences contradictoires. On pose par exemple une pièce de monnaie sur l'avant-bras d'une personne en lui disant que cette pièce est chaude. En réalité, elle ne l'est pas. Mais l'ensemble des circuits de la douleur sont immédiatement activés. Nous avons donc dans le cerveau la possibilité d'atténuer la douleur, mais aussi de l'exacerber. Ainsi, la douleur est un phénomène très complexe. Peut-être votre endroit où vous avez envie de passer un bon moment avec vous-même.
Peut-être en même temps que vous regardez les couleurs, comme vous regardez un ciel de nuit ou de jour. Peut-être pouvez-vous retrouver... Au cours des 15 dernières années, Marie-Elisabeth Fémonville et ses collègues ont évité une anesthésie générale à plus de 6000 patients. À la place, le patient entre dans un état de transe où il ne perçoit rien de son environnement. Aujourd'hui, il s'agit d'une ablation de la glande thyroïde. Découvrir les détails des choses qui vous amusent vraiment. Les interventions réalisées ainsi entraînent moins de complications, ce qui réduit les frais de traitement. Les inflammations post-opératoires sont aussi moins fréquentes et les patients se remettent plus rapidement. Peuvent vous donner l'occasion d'apprécier pleinement. En outre, il reste conscient. Et vous utilisez cela. Après 90 minutes d'opération, la patiente peut déjà répondre aux questions. Vous sentez qu'il fait quand même frais ici, hein? Vous trouvez pas? Non, j'ai soif. Encore toujours? J'ai soif. Soif, ouais. Si, parfois quelques petites douleurs, mais... Alors j'ai franzi les sourcils et ils m'ont remis un anesthésiant. Ça s'est bien passé. Ah, il y a encore un coup ça, excusez-moi. L'hypnose est un état tout à fait naturel. Tout le monde peut être hypnotisé. La seule condition, c'est qu'il faut être consentant. Il est impossible d'hypnotiser quelqu'un qui s'y refuse. Au volant, par exemple, il arrive que vous soyez perdu dans vos pensées. Vous êtes alors déjà sous hypnose. Nous utilisons cette capacité du cerveau pour pratiquer des opérations. Mais comment le cerveau atteint-il cette concentration sélective? Et pourquoi désactive-t-il alors sa faculté de jugement critique? Cela demeure un mystère. Nous connaissons tous le phénomène des rêveries éveillées. Dans des cas extrêmes, le cerveau est capable de modifier notre perception du corps et même, d'une façon extraordinaire, de nous faire oublier notre moi. Ceci nous permet d'explorer des mondes inaccessibles à l'état éveillé. L'imagination modifie l'activité du cerveau et nous permet d'atteindre un autre niveau de conscience et de vivre une autre réalité, pour un temps limité, bien sûr. Dès lors, puisque notre perception n'est déterminée que par notre cerveau, ne serait-il pas envisageable d'aller jusqu'à quitter notre corps physique? Thomas Metzinger, neurophilosophe, remet en question la compréhension que nous avons habituellement de la réalité, c'est-à-dire du moi que nous percevons comme réel. Ce moi ne serait lui aussi qu'une forme de réalité virtuelle, comparable au monde généré par ordinateur. Les gens commencent à comprendre lentement que la conscience phénoménale, c'est-à-dire les expériences subjectives que nous faisons, s'apparente à une forme de réalité virtuelle. De nos jours, nous nous aventurons de plus en plus dans des réalités virtuelles, des mondes simulés qui sont à la portée de l'utilisateur lambda. Ce qui se dégage des recherches menées actuellement sur le cerveau, c'est que le contenu de ce que nous vivons consciemment peut être assimilé au contenu d'une simulation. Nos expériences conscientes ne seraient alors qu'une simulation réalisée dans notre cerveau. Ici, une caméra filme le sujet de l'expérience de dos. Sa propre image lui est retransmise directement sur lunette vidéo. L'unité spatiale du corps et du moi semble se désagréger. Au bout d'un moment, le sujet perd la sensation de son propre corps au profit de l'image de celui-ci.
Il faut tout de même préciser une chose. Ce que nous avons obtenu, c'est la possibilité d'envisager le moi hors des limites du corps physique. Mais ce n'est pas une expérience extracorporelle à proprement parler. En effet, seuls deux sens étaient sollicités, la vue et le toucher. D'autres composantes, telles que le sens de l'équilibre, l'interoception, l'instinct, sont demeurées, entre guillemets, dans le corps physique. Des scientifiques de l'Institut Max Planck de cybernétique ont établi qu'un comportement actif accroît la capacité de percevoir comme réel un monde virtuel. Le cerveau humain semble pouvoir s'adapter à l'infini à des mondes différents. Et les neurosciences s'intéressent beaucoup à l'effet produit par ces réalités virtuelles. À l'Institut de neuropsychologie de Zurich, les chercheurs étudient la réaction du cerveau au monde virtuel. Les sujets sont plongés dans un univers artificiel. Au bout d'un moment, cette projection est perçue comme réelle. Ils savent pourtant que ce n'est qu'une expérience virtuelle. Lutz Jenke, neuropsychologue, étudie la façon dont notre cerveau fait la distinction entre réalité authentique et virtuelle. Ces travaux permettent d'identifier les zones du cerveau responsables de ce processus. Les résultats montrent clairement qu'une zone bien spécifique du cerveau agit comme une instance supérieure qui contrôle tout. C'est une partie du lobe frontal qu'on appelle cortex prémoteur dorsal. Il se trouve à peu près ici, au niveau de mes mains. Cette structure constitue un système de régulation. Elle hiérarchise du haut vers le bas les informations qu'elle a recueillies et qui circulent du bas vers le haut. En l'occurrence, les sensations et les sentiments ressentis automatiquement et inconsciemment. Ainsi, si vous ressentez une sensation plaisante, elle va se développer du bas vers le haut et parvenir au cerveau. Si elle n'est pas contrôlée par le haut, elle pourra s'épanouir tout à fait librement. On a montré clairement que les perceptions de présence dans un espace donné, en utilisant par exemple un simulateur de montagne russe, sont contrôlées par le cortex dorsal. L'environnement du moment est comparé avec les autres informations que nous avons stockées. Si le monde virtuel auquel nous sommes confrontés concorde avec notre expérience, notre cerveau accepte celui-ci, pour ainsi dire, comme la réalité. Que l'on se trouve dans un environnement réel ou virtuel, cela ne fait visiblement guère de différence pour le cerveau, du moins jusqu'à un certain âge. Ce cortex dorsal arrive très tard à maturité d'un point de vue anatomique. On sait depuis peu que cette structure se développe jusqu'à l'âge de 17 ans, voire jusqu'à 20 ans chez certains jeunes. Avant cela, elle n'est pas encore en mesure de remplir pleinement ses fonctions d'organe de contrôle. On le voit d'ailleurs chez les enfants. Jusqu'à 8 ou 10 ans, on ne constate pratiquement pas d'activité dans ce cortex dorsal.
On peut donc dire qu'en raison de leur stade de développement et de l'anatomie de leur cerveau, les enfants sont exposés pratiquement sans protection à ces mondes virtuels. Ainsi, les enfants livrés aux manipulations provenant d'univers virtuels tels que la télévision, Internet ou les jeux vidéo subissent un danger pour leur développement psycho-affectif. Mais la réalité artificielle peut aussi être exploitée à des fins positives. Par exemple, pour traiter la phobie de l'avion. Comment s'est manifestée cette panique lors de votre premier vol? Par des palpitations? Expliquez-moi. J'avais peur que l'avion s'écrase ou qu'il traverse une zone de forte turbulence comme je l'ai déjà vécu. À ce moment-là, je me suis sentie prisonnière, à la merci des événements. À l'Institut universitaire de psychothérapie de Würzburg, le psychologue Andreas Mühlberger prépare sa patiente à un traitement peu ordinaire. La peur n'en finit pas de grandir et ne disparaît pas. La réalité virtuelle est ici au service de la neuropsychothérapie. Mesdames, Messieurs, nous vous demandons quelques minutes d'attention pendant la présentation des procédures de sécurité. La patiente est confrontée à la situation de son angoisse. Insérez la partie plate dans la boucle métallique et ajustez-la à l'aide de la sangle. Elle sait qu'elle se trouve dans un simulateur de vol, mais elle ressent la peur avec la même intensité qu'à bord d'un avion. En vue du décollage, veuillez redresser le dossier de votre siège et relever votre tablette. Si vous utilisez un appareil électronique portatif, merci de l'éteindre au moment des phases de décollage et d'atterrissage. Vous voulez regarder par le hublot ou regarder les autres passagers de l'avion? Mesdames et messieurs, nous survolons actuellement une zone de turbulence. Nous vous invitons à regagner votre place et à attacher votre ceinture. Ça vous plaît? Pas trop. Votre peur évolue? Vous sentez des changements? Que se passe-t-il? Que ressentez-vous? Est-ce que la peur augmente? Vous avez les mains moites? Les mains moites et une sensation désagréable dans l'estomac. Notre cerveau s'appuie sur les informations dont il dispose. Il juge que les mouvements, les sons et les images sont suffisamment authentiques et conformes aux souvenirs de la patiente. Il réagit donc comme en situation réelle. Tout est très désagréable. Mesdames et messieurs, nous amorçons notre descente. Veuillez regagner votre place et attacher votre ceinture. Nous vous demandons de redresser le dossier de votre siège et de relever la tablette. Nous vous rappelons également que tous les appareils électroniques doivent être éteints. La plupart des patients se disent soulagés et se décident à reprendre l'avion. La peur des araignées, le vertige et la claustrophobie sont également traités avec succès de cette façon. Les réactions du cerveau au monde virtuel peuvent ainsi être utilisées à des fins thérapeutiques. Life beyond reality. Where imagination knows no bounds. Les réalités virtuelles, comme celle de Second Life, s'aventurent toutefois dans une dimension supplémentaire, puisque le moi émotionnel devient lui aussi virtuel. Je m'appelle Thomas Mayer, je suis zurichois et j'ai 28 ans. Dans les études conduites par l'Institut de neuropsychologie de Zurich, les sujets en interaction avec des êtres virtuels présentent les mêmes réactions corporelles que face à des personnes en chair et en os. Lorsque les auditeurs virtuels semblent s'ennuyer, les orateurs sont soudain pris de doute. Ils se mettent à transpirer et leur pouls s'accélère. À l'inverse, ils semblent gagner en confiance dès lors que l'auditoire factice est programmé pour avoir l'air attentif. Leur rythme cardiaque s'apaise et leur concentration s'accroît.
Là encore, les participants savent très bien qu'ils se trouvent face à des entités virtuelles créées par ordinateur. Mais la réaction subconsciente semble l'emporter sur ces données conscientes. Jusqu'où notre perception de la réalité est-elle manipulable? L'interprétation de la réalité virtuelle, tout comme celle de la réalité empirique, est un mécanisme faisant intervenir un ensemble de processus psychologiques qui se produisent pour ainsi dire automatiquement. Il faut imaginer que notre cerveau génère en permanence des processus d'interprétation et de contrôle de l'action, et ceux-ci sont tellement puissants que lorsque nous sommes plongés dans un univers virtuel, le contrôle conscient que nous tentons d'exercer n'a aucune influence. Ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau tente en permanence de nous faire croire que ce monde parallèle, conçu par notre conscience, est l'initiateur du processus, alors que c'est en fait une illusion. À partir de toutes nos expériences liées à notre corps et à notre environnement, le cerveau fabrique un moi, un être conscient. Ce que nous appelons moi, c'est le centre de notre perception. Toutefois, ce moi ne semble pas être un phénomène permanent, mais plutôt un processus en cours. Notre réalité personnelle ne serait donc qu'un état de conscience malléable à volonté. L'Institut Bender de Gießen en Allemagne s'intéresse aux effets de la méditation. On y étudie notamment comment les techniques méditatives modifient l'état de conscience. Les recherches menées récemment confirment que la méditation peut provoquer de nettes modifications structurelles dans le cerveau. Les formes de méditation sont multiples, mais elles peuvent toutes conduire à un nouvel état de perception. Le psychologue Ulrich Ott y voit une occasion de cerner les limites de notre propre conception de la réalité. En général, nous ne saisissons pas à quel point notre façon de percevoir le monde est tributaire du fonctionnement particulier de notre cerveau. Cela veut dire, à l'inverse, que si notre cerveau est modifié, alors notre réalité va changer elle aussi. Il semble que la méditation soit en mesure de nous amener à un état de conscience différent et même d'introduire des modifications dans le fonctionnement du cerveau. Du point de vue des neurosciences, il est très intéressant d'étudier comment la méditation provoque de tels changements et d'observer ensuite les modifications subjectives correspondantes. Ulrich Ott explore ce phénomène avec des volontaires pratiquant la méditation depuis longtemps. Que se passe-t-il dans leur cerveau? Le cerveau présente justement une activité inhabituelle et fait preuve d'une capacité de concentration et de contrôle des émotions particulièrement élevée. Pendant la méditation, on enregistre dans de vastes zones du cerveau des fréquences élevées qui, en temps normal, n'apparaissent que fugitivement et de façon très localisée. Les cellules nerveuses semblent communiquer dans l'ensemble du cerveau. Ce dernier cesse de sélectionner et de privilégier certains aspects limités de la réalité. Dans cet état particulier, le cerveau traiterait toutes les informations à égalité.
Lorsque l'on a une profonde expérience de la méditation, il s'avère que l'on est beaucoup moins replié sur soi-même et nettement plus ouvert sur les autres. Après une séance de recueillement, on regarde les autres plus intensément, comme si l'on pouvait voir leur âme. C'est seulement à ce moment-là que l'on peut dire que l'on a atteint un état de méditation profonde. Dans ce cas, les catégories et les filtres qui définissent généralement notre compréhension du monde et nos jugements se trouvent dynamités. Avec un œil neuf et une certaine fraîcheur, on a réellement accès à ce qui est. Le monde semble dépourvu de contours précis. Le cerveau réinvente sans cesse à partir de ce monde une réalité tangible pour nous. Dans les traditions mystiques, la méditation sert à connaître la véritable nature du réel, le monde tel qu'il est vraiment. Une expérience mystique constitue une modification radicale de la perception. Là où auparavant il y avait un moi et un monde extérieur, soudain tout ne fait plus qu'un. C'est le message central des mystiques. La notion du temps est également différente. Et ceux qui méditent disent que cette pratique est un processus d'éveil, ce qui impliquerait que nous soyons endormis dans notre état normal de conscience. On parle donc parfois d'éveil. D'ailleurs, Bouddha est appelé l'éveillé. On perçoit brusquement le monde avec des yeux différents. On en a une compréhension plus profonde et on a le sentiment de connaître la source même du réel. Nous croyons que le monde se résume à ce que nous voyons. Mais notre cerveau ne nous présente qu'une seule représentation du monde, qui s'apparente à une carte d'orientation. Ce n'est qu'une interprétation parmi d'innombrables possibilités. Je suis obligé de supposer que ce que je perçois ici peut être perçu autrement par mon voisin, et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Nous avons tendance à supposer que les choses sont telles que nous les percevons. Il faut passer par un long processus pour se convaincre que ce n'est pas le cas. À l'avenir, monde réel et univers artificiel se confondront de plus en plus. Courons-nous le danger de nous perdre dans le virtuel ? Il est possible de mieux comprendre notre propre réalité, voire de la modifier, car nous voyons et percevons le monde, non pas tel qu'il est, mais en fonction de ce que nous sommes. Votre soirée sur Arte. Et voici d'Anthrax, les étranges chimères